Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les principaux titres de ce journal. La suite de la crise au Niger. La CEDEAO qui exige le retour rapide à l'ordre constitutionnel ordonne l'activation immédiate de sa force d'intervention mais déclare toujours privilégier une solution pacifique de la crise. Une opération d'échange dette nature, le Gabon a intégré ce mécanisme qui vise à réduire la dette extérieure du pays contre son engagement à dépenser une fraction de la réduction autorisée pour protéger l'environnement. Adoption au Mali d'un nouveau code minier, le texte porté par le Conseil national de transition entend renforcer les intérêts nationaux et favoriser le financement du développement local. On ouvre ce journal par le message de fermeté adressé par le bloc ouest-africain aux putschistes nigériens qui ont pris le pouvoir depuis 2 semaines. Les dirigeants de la CEDEAO qui ont tenu ce jeudi un sommet à Abuja au Nigeria ont donné leur accord pour le déploiement de leurs forces en attente. La CEDEAO ordonne l'activation de sa force d'intervention militaire afin de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, mais l'organisation affirme toutefois encore privilégier la voie diplomatique. Nathalie Mo. La CEDEAO a mis fin au suspense après l'expiration de son ultimatum pour la restauration du pouvoir du président Mohamed Bazoum au Niger. Réunie en sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria le 10 août 2023, la conférence des chefs d'État ouest-africains a acté le déploiement immédiat de la force régionale en attente à Niamey, compte tenu des résolutions lues à la fin des assises. La CEDEAO a pris note de la succession de rejets de ces tentatives de médiation auprès des membres de la junte nigérienne, le CNSP. Nous ordonnons au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments. La CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. La CEDEAO maintient et renforce ses sanctions vis-à-vis du Niger. Des sanctions qui englobent la restriction des voyages, des échanges commerciaux et financiers entre les pays membres et l'État nigérien, ainsi que la fermeture des frontières avec les pays limitrophes. Le bloc communautaire a également mis en garde le Mali et le Burkina Faso qui s'exposent désormais à des sanctions en raison de leur soutien au CNSP. Les États membres qui, par leurs actions, entravent directement ou indirectement la résolution pacifique de la crise au Niger subiront les conséquences de leurs actions devant la communauté. La force en attente de la CEDEAO mandatée par le bloc communautaire pour établir l'ordre constitutionnel au Niger se compose de brigades de 500 hommes mis à disposition par chaque État membre. Alors que l'intervention militaire est opérationnelle, la CEDEAO continue de donner la priorité à une solution diplomatique à ce qu'elle définit comme une tentative de coup d'État au Niger. Dans son allocution, le président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, exige la libération du président Bazoum, son gouvernement et sa famille, afin que s'engagent des pourparlers inclusifs avec le CNSP. La CEDEAO est ainsi prête à déployer sa force pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. L'opération interviendra dans les plus brefs délais. C'est ce qu'a déclaré jeudi soir à son retour à Abidjan le président ivoirien Alassane Ouattara que je vous propose d'écouter. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. La junte a pour sa part formé un gouvernement, une nouvelle équipe pour marquer l'assise du régime militaire après le coup d'État du 26 juillet dernier. Ce gouvernement est composé de 21 membres. Il comprend 20 ministres dirigés par Ali Mahaman Lamine Zeine. Parmi les ministres, il y a des militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui prennent les ministères régaliens. Marie-Raphaël Antolo.
Au Niger, le gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été constitué et rendu public au soir du 9 août. Ce gouvernement est composé de 21 membres dont le Premier ministre est Ali Mahaman Lamine Zein. Les ministres de la Défense et de l'Intérieur sont respectivement le général Salifou Moudi et le général Mohamed Toumba. Le poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération est revenu à Bakary Yao Sangaré, tandis que celui de ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales au colonel Garba Hakimi. Je pense qu'ils ont déjà donné la vision qu'ils veulent donner à ce qu'ils doivent faire, notamment sur le plan économique, booster l'économie du Niger, même s'il y a les sanctions de la CEDEAO, mais les sanctions de la CEDEAO, les effets des sanctions de la CEDEAO seront amoindris à long terme parce que le Burkina Faso et le Mali, qui sont des pays frontaliers au Niger, n'appliquent pas les sanctions de la CEDEAO. En date du 7 août 2023, le président du CNSP, Abdourahmane Tiani, avait nommé le Premier ministre en la personne de Ali Mahaman Lamine Zein. Celui-ci est arrivé à Niamey le 9 août en provenance du Tchad, où il occupait jusqu'à sa nomination le poste de représentant pays de la Banque africaine de développement. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein et son équipe ont ainsi la lourde charge de relever les défis socio-économiques, politiques et sécuritaires du Niger dans un contexte particulièrement inédit et difficile découlant du coup d'État du 26 juillet. Le Conseil national de salut du peuple est dans la bonne marche et dans la bonne dynamique de pouvoir, si je dirais, entre griffes, légaliser son pouvoir. La désignation de ce gouvernement s'est fait quelques heures avant la tenue du sommet de la CEDEAO, un acte qui souligne la détermination des autorités militaires de Niamey à faire fi des injonctions de l'organisation régionale. 4 membres exclus de l'UDPS en République démocratique du Congo. Il s'agit de Joseph Likoulia, Hubert Makuna, Jean-Lucien Minga et Augustin Bomba, raison invoquée par la formation du président de la République, Félix Tshisekedi. Une tentative visant à déstabiliser l'UDPS et le chef de l'État. Ces personnalités auraient tenu des réunions qualifiées de subversives par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a annoncé son intention de traduire ses désormais anciens membres de l'UDPS en justice. Cette décision a été actée à 4 mois des élections générales prévues le 20 décembre. Les échanges de dettes contre nature, ce sont ces techniques financières qui visent à réduire la dette d'un État contre son engagement à dépenser une part de cette réduction pour protéger l'environnement. Ce mardi, le Gabon s'est lancé dans ce processus dans le cadre d'un accord dans lequel le pays d'Afrique centrale a pu racheter une partie de sa dette extérieure en échange de son engagement en faveur de l'environnement. Nathalie Mo. Première souscription réussie dans le cadre de l'obligation bleue du Gabon. 15 jours après le lancement du mécanisme échange dette nature, inédit sur le continent, le pays a racheté 436 millions de dollars de son euro-obligation 2025 et 2 euro-obligations de 2031. Le 8 août 2023, le Gabon a levé un montant nominal de 500 millions de dollars de sa dette internationale, ont indiqué des médias locaux. À mon sens, l'État gabonais vient de passer à une étape supérieure. Et pour ce qui est donc des eurobonds qui étaient en cours, qui avaient une maturité qui devait arriver à expiration en 2025 et les 2 autres en 2031, le Gabon, à travers cette opération d'émission d'obligations bleues maintenant, va racheter cela et espérer à hauteur de 436 millions et espérer maintenant récolter près de 450 millions. Dans un contexte de volatilité du marché financier marqué par une flambée des rendements du Trésor, l'État gabonais améliore l'attractivité de son obligation bleue pour susciter l'intérêt des investisseurs. Le pays d'Afrique centrale a réduit à 6,97% ses taux d'intérêt contre une moyenne de 7% sur les titres publics de même nature. Le Gabon fait partie quand même du top 3 des pays qui se sont aventurés dans l'émission de cet instrument financier parce que même le groupe de la Banque mondiale l'a mis sur le terrain il n'y a pas encore très longtemps. La dette classique du Gabon, telle que notée par l'un des big three dans le domaine de la notation financière internationale, j'ai pris et j'ai cité Moody's, est moins cotée que l'euro-obligation qui vient d'être émise par le gouvernement gabonais.
L'échange dette nature est l'une des techniques d'allègement de la dette des pays en développement. Avec un réseau d'aires marines protégées couvrant 53 000 km², le Gabon sur le marché des obligations bleues s'engage à protéger ses écosystèmes marins en échange d'un apurement de sa dette publique estimée à 10,6 milliards de dollars en 2022, soit 52,6% du PIB. Le Mali se dote d'un nouveau code minier. Objectif des autorités de transition à travers les nouvelles réformes, faire en sorte que l'industrie minière contribue beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'activité économique du pays en grande difficulté. Le nouveau code prévoit ainsi plus de garanties pour les acteurs nationaux du domaine minier. Joël Ballot. 2 nouvelles réformes minières soutenues à l'unanimité au Mali. Le mardi 8 août, un nouveau code minier et une loi portant sur le contenu local ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition. Ce nouveau texte de loi, qui vise à accroître les recettes publiques du Mali, devrait porter la contribution des mines à 20% du produit intérieur brut contre 9% actuellement. Ce code minier va mettre au centre du jeu l'État et les investisseurs locaux qui vont voir chacun ce qui le concerne, sa part dans les exploitations minières augmenter. Et autre élément intéressant économiquement parlant, les exploitants vont être encore beaucoup plus dépendants de l'État, dans le sens où ils ne peuvent plus exploiter sa extinction du minerai, les mines qu'ils ont aujourd'hui, à leur charge. Les nouvelles dispositions attestent notamment que l'État pourra désormais détenir jusqu'à 30% d'intérêt dans les projets miniers, contre 20% dans le code de 2019. La nouvelle loi maintient la participation gratuite du gouvernement à 10%, mais permet à l'exécutif d'acquérir 20% d'intérêts supplémentaires dans les 2 ans, suivant l'entrée en production commerciale des mines. Avec ces nouvelles réformes, le Mali s'attend à générer des revenus annuels supplémentaires d'au moins 500 milliards de francs CFA. C'est un gouvernement qui a mis en avant le souverainisme, c'est un gouvernement qui dit le Mali aux Maliens, et à travers ce code minier, il dit voilà, jusque-là, mes chers compatriotes, des étrangers venaient exploiter nos minerais et nous n'en bénéficions quasiment pas. Et aujourd'hui, grâce à ce nouveau régime qui est installé, grâce à ce nouveau code, nous les Maliens, nous accaparons, nous reprenons le contrôle de notre bien. Au Mali, le secteur des mines dispose de ressources souterraines telles que la bauxite, l'or, le fer, le cuivre, le phosphate, ce qui fait du secteur minier malien l'un des plus pourvoyeurs d'emplois. Aussi, après l'annonce de la création d'une société publique minière, le Mali, 3e producteur d'or derrière l'Afrique du Sud et le Ghana en Afrique, pourrait ouvrir la voie à une reprise du processus d'octroi des titres miniers. Depuis plusieurs jours maintenant, la ville portuaire et touristique du Cap en Afrique du Sud est paralysée par une grève des taxis collectifs. Un mouvement qui a pris une tournure violente. Le bilan des autorités fait état de 5 morts en marge de cette grève. C'est la semaine dernière que le Conseil national des taxis a lancé l'appel à la mobilisation afin de dénoncer le nouveau règlement qui accorde à la municipalité du Cap le pouvoir de saisir les véhicules pour des infractions. Marie-Raphaël Antolo. Des routes bloquées et des milliers de bus après l'ordre de grève des transporteurs lancé le 3 août 2023 par le Conseil national sud-africain des taxis, c'est le visage que présente la ville portuaire et touristique de Cape Town en Afrique du Sud. Cette grève intervient après l'adoption d'une nouvelle loi donnant aux autorités municipales le pouvoir de saisir les véhicules pour des infractions telles que la conduite sans permis ou sans plaque d'immatriculation. Dans une communication diffusée sur les réseaux sociaux, le 6 août 2023, le Sontaco a annoncé que la grève se poursuivra jusqu'au 9 août 2023 en raison notamment du non-aboutissement des pourparlers entre le Conseil des taxis et le gouvernement du Cap occidental. Les autorités sud-africaines, avec le département des transports, veulent nous obliger à signer un document où nous allons nous contraindre avec des charges qui ne sont pas incluses dans les règlements initiaux de transport. Et c'est en cela que nous ne sommes pas préparés parce que nous sommes libres de signer ou pas un document outre ceux qui sont inscrits dans le droit national des transports.
Principal moyen de locomotion de la classe ouvrière, la grève des transporteurs a paralysé la plus grande ville du pays. Des violences sporadiques ont éclaté dans différentes parties de la ville après que la police a commencé à saisir des véhicules. Les manifestants en colère ont incendié des bus et des voitures et ont bombardé la police de pierre. Selon les autorités sud-africaines, ces heurts ont déjà fait 5 victimes. Nous essayons tout simplement de les contraindre à se soumettre à la loi et cela n'implique pas une levée de fonds. Vous savez, nous levons des dizaines de fonds tous les mois et ces factures sont juste ignorées par les transporteurs et ne sont jamais payées. Et c'est vraiment difficile de les amener à faire cela et donc nous devons prendre des mesures fortes et donc nous utilisons cette méthode pour amener les transporteurs à se soumettre à la loi. Le Conseil national sud-africain des taxis a d'ailleurs déclaré que plus de 6 000 véhicules ont été saisis depuis le début de l'année, freinant leurs activités. Pour les autorités sud-africaines, la nouvelle loi sur les transports vise la réglementation de ce secteur en vue d'assurer que tous les acteurs soient en accord avec les normes requises pour ce métier. Par ailleurs, la municipalité du Cap a appelé les taxis en grève à se ressaisir, indiquant que toute grève des taxis comme celle-ci, qui s'étend sur plusieurs jours, serait préjudiciable au tourisme dans le pays ainsi qu'à l'économie nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.